Alors c'est une surprise, mais c'est peut-être un paradoxe dans notre pays qui est quand même un pays de millésimes, de vin, de champagne. Eh bien, nous avons invité French Bloom, la marque de vin effervescent, sans alcool, qui cartonne en ce moment. Et on voudrait qu'ils nous racontent un petit peu leur histoire. Alors, il y a évidemment aussi l'alcool et ses quelques degrés, et on va retrouver aussi Moet Hennessy, mais on peut consommer les deux, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un paradoxe? C'est ce qu'on va découvrir. J'invite Maggie, Rodolphe et Tatiana à me rejoindre. Alors, bonjour à tous les trois. Bonjour. Je crois que Tatiana, vous allez vous exprimer un peu en anglais. Maggie, pardon, Maggie. En anglais. Tatiana, c'est vous. Maggie, vous allez vous exprimer en anglais, donc elle comprend tout, mais bon, elle est un peu intimidée pour parler complètement français, donc je pense que tout le monde ici est fluente. Alors le no-low pour no alcool, ça prend une dimension aujourd'hui beaucoup plus premium que ça ne l'a été. Hein. C'est pas juste un dupe fabriqué on ne sait où. Et là, on voit une marque comme French Bloom qui prend ce créneau depuis un moment et avec beaucoup de succès. Ça a démarré il y a seulement 4 ans. Et c'est vous, Maggie et Rodolphe, qui avec votre amie Constance Jablonski, ont été à l'origine de cette création. Alors, quelle est la genèse de cette aventure? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a pris, tout simplement? Vous en aviez marre d'être ivre? Well, I thought it would be nice to underline the paradox by having an American speak about French techniques and sparkling wine methods in English. La télécommande, là. So French Bloom began, as you said, about 4 years ago. My experience is in gastronomy. I worked for the Michelin Guide for about 5 years, managing the international development of the guide. And it was during that period that I found myself pregnant with twins. As somebody that loves fine wines and champagne, I found myself a little bit at loss on what to drink and what to pair with the fine dishes in front of me. And I also experienced for the first time in my life what it could feel like to be a little bit excluded from the social events, from the client dinners at starred restaurants. And I think that's what surprised me the most. I wouldn't have expected to feel kind of on the side of friends' weddings or holidays during the summer, and I expressed that sentiment with my good friend Constance, who you mentioned. Mm-hmm. Constance, she was in the height of her career in the fashion industry. She's a model. Constance Jablonski. Constance Jablonski, the model. She wasn't a mother at the time, although she's just welcomed her first son about a year ago. In 2019, she was at the height of her career, traveling regularly, changing time zones, and she really represented many of you in this room, people that have long working days, who have to network in the evening. And we see in many sectors, networking often revolves around drinking alcohol. And Constance, simply put, couldn't feel like she could keep up with everything that was expected of her in society of, be a great colleague, have energy for your partner, be a patient parent, find time for yourself, have fun with your friends, and to drink and consume alcohol every time that she wanted to be social and connect with others just wasn't feasible. So we realized quite quickly that we wanted to create a product that was kind of on par in terms of quality and experience of fine wine and champagne. We felt like everyone who had come before us kind of looked at alcohol-free as an afterthought. And while we wanted to create a product which was of the finest quality, we also wanted to create and be very thoughtful when it comes to storytelling, when it comes to the packaging, because we wanted to be able to feel proud to have French Bloom on the dinner table. It doesn't have to stay hidden in the kitchen. It's something that you can feel good about bringing as a gift. So clearly, Constance and I, we knew what we wanted, but we didn't have the know-how to make the wine. So fortunately, my husband agreed. Rodolphe has had an extraordinary career for his own maison of champagne, Champagne Frère Jean Frère, which is focused on Premier Cru and Grand Cru in Avize. And with Rodolphe, we launched the R&D.
It lasted several years, a couple technical innovations which I'll let him tell you about, and we finally felt ready to release our product in October 21. How are the twins now? They just had their 4th birthday yesterday. Nice, and they drank French Bloom for the first time. Alors, French Bloom est distribué dans 500 points de vente, dont la grande épicerie. On peut faire confiance à la grande épicerie pour avoir des produits peu usuels, comme du jambon de Kaboul peut-être, ou des litchis d'Ardèche, je ne sais pas. Mais on la trouve aussi à la carte de très grands restaurants, d'hôtels, avec ce nom de marque qui est en anglais, qui est quand même un accès à l'international. On imagine qu'il y a une grande carrière pour l'étranger. Est-ce que ça commence à mordre? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de paradoxes. Heureusement que c'est intéressant, sinon les gens... C'est sûr. Il y a pas mal de paradoxes dans French Bloom. Déjà, le nom French Bloom, qui est en anglais, est bien sûr un paradoxe. Mais French Bloom donc, signifie floraison française. Et c'est vrai qu'on voulait vraiment, on parle vraiment du savoir-faire français. Il y a eu 2 ans de R&D et on a vraiment voulu faire en sorte que le R&D rencontre vraiment l'innovation. Donc tout ce travail a été mis en place avec vraiment une idée, une quête de perfectibilité. Ça veut dire que c'est une vinification quand même? Oui, oui, absolument. Et puis une désalcoolisation. Mais je vais vraiment y venir un peu plus en détail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une vraie success story qui a commencé à la grande épicerie avec quasiment 10 000 bouteilles vendues. Donc on a commencé en 2021 à 10 000 bouteilles vendues en quasiment 3 mois, ce qui a été vraiment une très très belle success story. Et c'est vrai que de là, au début, on pensait que la France, on allait se faire lapider sur le marché français en arrivant avec un vin sans alcool. Et en fait, il se trouve que la France est devenue notre premier marché. Et ça, c'est vraiment formidable. Et donc de là, on a vraiment fait en sorte de mettre French Bloom uniquement dans du tier 1 de super distribution, c'est-à-dire tous les palaces, au Plaza Athénée, au Crillon, dans plein de très très beaux endroits. Donc on reste quand même sur un positionnement qui est très haut de gamme aussi. Ça, c'est un autre paradoxe par rapport à la compétition. C'est qu'on essaie d'aller plus loin que juste de proposer une alternative, mais on arrive vraiment avec un vin complexe, mais sans alcool. Et de là, on a mis en place vraiment une distribution mondiale. Aujourd'hui, on fait 300 000 bouteilles cette année. On est dans 28 pays. Et c'est vrai qu'on est fiers de pouvoir dire que nos French Bloom est servi à la coupe dans des très beaux endroits comme le Beverly Hills Hotel en Californie. Là, on rentre dans tout le groupe Sofitel, ce qui est vraiment formidable. Au Carlyle, à New York, là, j'étais au Ritz, j'étais au Japon la semaine dernière. On développe à fond au Japon. Il y a un vrai engouement pour French Bloom. Je pense aussi le côté Blossom, tout ce côté floraison, tout ça, qui marche bien. Mais vraiment, on est ravis du développement à l'international, mais surtout en France, qui reste quand même notre premier marché. On a envie de vous dire où étiez-vous pendant la prohibition, vraiment. Alors, on vous retrouve, Tatiana, vous représentez beaucoup plus Moet Hennessy. Et donc, comment est-ce que les marques plus traditionnelles, comme la vôtre, voient monter ce phénomène du sans-alcool ? Donc en effet, c'est une tendance qu'on regarde beaucoup. Et je ne nous qualifierais pas forcément de marque traditionnelle, simplement parce qu'on fait de l'alcool. Mais en effet, on a beaucoup regardé French Bloom et ce que vous faites est magnifique. En termes d'imagerie, de storytelling, il y a une vraie pertinence dans le produit. Donc nous, on regarde. Pour l'instant, on n'y va pas. C'est vrai que ce qu'on voit dans les études, ce qui ressort aussi de nos marchés, c'est une volonté de modération, plus que d'abstinence. Donc ce que je disais ce matin, boire moins mais mieux, donc nous on va s'inscrire dans ce mieux avec nos bouteilles, et pour autant, le paradoxe n'est pas dans cette consommation. Je peux boire dans un même repas une bouteille de Fresh Bloom, alors une coupe puisqu'on est en consommation responsable, une coupe de champagne ou un verre de vin, donc on n'est pas sur un paradoxe de la consommation, on est sur une évolution, et je pense que c'est à nous, les marques, de nous adapter pour répondre à ce besoin et cette envie des consommateurs sans le mettre dans une case de sans alcool avec alcool. C'est vraiment l'une des seules tendances qui va vers la modération dans cette société, c'est très bien. Mais est-ce que finalement vous avez un peu les mêmes codes tous les deux? Vous pouvez trinquer ensemble avec les mêmes verres à pied, avec aussi peut-être les mêmes langages, adjectifs, façon de qualifier, de mettre toute cette emphase gastronomique et œnologique qu'on connaît. C'est les mêmes codes finalement? Mais oui. On y arrive?
Et on peut se retrouver ensemble à une même table et avec grand plaisir. On a une marque en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Cloudibé et parmi les activations, ce sont ces créations de très très longues tables où on invite tout le monde à venir, alors ça va faire très McDo, mais à venir tels qu'ils sont, avec leurs envies et leurs consommations, et les hosts vont venir apporter leur expertise, leur personnalité. Et ce qu'on aime bien en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on dit qu'un inconnu est un ami qu'on n'a pas encore rencontré et qu'il y aura toujours de la place à cette table. Donc voilà, c'est ce dont je parlais quand on disait qu'il fallait s'adapter aux consommateurs. Donc évidemment, sur une même table, pendant un même repas et un même événement, on peut boire différents types de boissons sans que ce soit paradoxal et sans qu'on soit montré du doigt si c'est un non-alcool, parce qu'on connaît toutes, je parle aux femmes ici, sur le fait de boire un jus de fruits et d'être pointé du doigt vers le ventre en disant « tu as quelque chose à nous annoncer ». Donc sortir de là, sortir des clichés et simplement partager ensemble. Ce que je disais ce matin, sur cette création d'émotions, on doit partager et on doit s'attarder sur le moment que ces consommateurs vont vivre avec nos produits et pas l'inverse, donc être un petit peu moins product-centric et un petit peu plus tourné vers le conso. Qu'est-ce qu'ils disent les œnologues de vos vins? Alors, déjà, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que nous, vraiment, on a une conviction. Notre conviction, c'est que dans pas longtemps, et là on y arrive, il y aura des équivalents de vins grands crus sans alcool. Et ça, pour nous, ça c'est vraiment un vrai paradoxe. Parce qu'à la fin de la journée, quand on boit un grand vin, un grand cru, je pense qu'on le boit avant tout pour la complexité, pour le plaisir, et ensuite l'alcool. Donc, nous, aujourd'hui, on est vraiment en train de travailler. C'est vrai que c'est agréable de le boire et de ne pas le recracher aussi. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'au début, nous, on pensait que ça allait être un marché, comme vous disiez, plutôt les femmes enceintes ou les marchés religieux ou les sommes. Et en fait, on se rend compte que 80% de notre marché sont des consommateurs de champagne, de vin. Donc ça, c'est très intéressant aussi de comprendre qu'il y a il y a plein de paradoxes dans ce qu'on pensait et ce qu'on découvre, en fait. On fait plein de learning aujourd'hui. Et on est dans une approche qui n'est pas dogmatique aussi pour faire French Bloom. Au début, on se disait, OK, on va reprendre juste les codes du vin à la lettre. Et en fait, on s'est aperçu qu'il fallait tout reprendre à zéro depuis le début. On fait vinifier nos vins d'une certaine manière, donc on est dans le Languedoc, parce qu'on a fait plein de tests de désalcoolisation, on s'est aperçu que les vins du Languedoc avaient plus d'épaules, et nous, notre approche, c'est de faire du 100% bio, totalement naturel. Ensuite, on désalcoolise le vin. Ça fait beaucoup de contraintes quand même. C'est vrai qu'il faut mettre des contraintes, mais il y a aussi beaucoup de discipline pour mettre en place tout ce process. Maintenant, on fait même vieillir nos vins avant de les désalcooliser. On va lancer même d'ailleurs notre premier millésime sans alcool, qui est pour nous vraiment le game changer. On va encore beaucoup plus loin dans notre approche pour aller vraiment chercher de la complexité, de la longueur, tout ce qu'on peut retrouver sur des grands vins. Donc ça veut dire que ces vins-là, lorsqu'on les garde, ils ne prennent pas d'alcool au fil des années? Alors ça, c'est un point important, c'est que on veut faire en sorte quand même qu'une femme enceinte puisse potentiellement consommer du French Bloom. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'alcool, donc on est toujours à 0.0. Le produit est aussi low calorie, à pas de sulfite, tout est bio, tout est vegan. Donc on est vraiment dans cette vision-là. Alors je sais, Tatiana, que vous organisez des événements où les buveurs de l'un et de l'autre se rencontrent. Comment ça réagit sur les réseaux sociaux par rapport à ces produits-là? Globalement, tous les retours sont assez positifs. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, et pour revenir au qualificatif que vous avez annoncé au début, marque traditionnelle, on s'ouvre de plus en plus vers ce consommateur, parce que comme je disais, on n'a pas envie de se regarder le nombril, on a envie de regarder aussi les autres consommateurs et ce qu'ils ont envie de vivre, et on ouvre nos communautés. Donc là, récemment, on a travaillé avec World of Women, qui est une collection de NFT, et on est rentré dans le monde du Web3, un monde assez fascinant, où tout est en co-construction, et on a voulu s'inscrire dans cette démarche et demander à cette communauté de construire avec nous, de nous donner leur vision du vin, des événements, du divertissement, du partage, et on a officialisé tout cela à Lisbonne. Donc on a été sponsor d'un grand salon Web3 qui s'appelle le NFC à Lisbonne. On a organisé une exposition de NFT, de photos de Nouvelle-Zélande. On a organisé un grand dîner qui est dans un lieu un petit peu secret. Et on a surtout échangé, on a surtout rencontré beaucoup. Alors, les gens étaient surpris, hein, monde du Web3, le vin, ils comprenaient pas trop, et ils ont trouvé ça génial. Nous aussi, parce qu'on a énormément appris. Et on s'est conforté dans le fait qu'on allait dans la bonne direction, qu'il fallait s'ouvrir, qu'il fallait regarder un petit peu plus loin, et se servir des nouvelles technologies comme moyen de se connecter avec le consommateur, et pas juste en une finalité, mais vraiment un nouveau moyen de générer cette émotion qu'on recherche.
Alors French Bloom a été couronné, hein, parce que le meilleur vin effervescent sans alcool du monde, c'est French Bloom. Quel a été le secret pour que French Bloom atteigne cette récompense insigne? Encore une fois, je pense aussi que bien sûr, on a repris une grande partie du savoir-faire qu'on a dans notre famille. Parce que c'est Languedoc, Chardonnay, Pinot Noir, c'est ça? C'est ça, en fait. Donc à l'origine, moi je viens de Champagne, donc c'est vrai qu'on a ce savoir-faire champenois, mais aujourd'hui c'est pas du champagne. French Bloom, on a essayé au maximum donc de reprendre certaines choses que je connais bien, par exemple le Pinot Noir et le Chardonnay, qu'on retrouve aussi dans le Languedoc. On fait par exemple toute la vinification, on l'a fait une à 2 semaines avant pour avoir le maximum d'acidité, pour avoir des vins qui sont prêts à être désalcoolisés. Et je prends toujours cet exemple par exemple du cognac où l'Uni Blanc est travaillé pour faire un magnifique cognac. En fait, cette vision de se dire on ne va pas arriver d'une manière dogmatique parce qu'on va faire vieillir un vin dans l'objectif de le désalcooliser. Et puis donc il y a tout ce travail qui est fait. Aujourd'hui même on va désalcooliser donc le vin. Donc là, on a mis en place toute une technique d'ailleurs avec un ingénieur qui nous permet en fait quand on désalcoolise le vin, c'est un process qui est assez complexe dans lequel on va récupérer en fait un distillat. Il se trouve que dans ce distillat, il y a une grande partie des arômes du vin et nous, on a trouvé une technique qui nous permet de réintégrer une grande partie des arômes du vin perdus. Et donc, voilà, tout ce process de R&D, on est sur un produit qui est perfectible. Aujourd'hui, on est vraiment dans une quête d'amélioration. Il a fallu quasiment 5 à 10 ans pour les industriels de la bière pour arriver là où ils sont arrivés. Aujourd'hui, les bières sans alcool, c'est quasiment 20% des ventes de bière. Il y a 5 ans, c'était quasiment néant. Donc c'est vrai qu'il se passe quelque chose qui est plus qu'un effet de mode. Il y a une vraie tendance de fond aujourd'hui. Bah écoutez, vous parlez très bien de cette boisson sans alcool, sans doute parce que vous la buvez d'ailleurs. Mais alors, il y a une notion qui va apparaître qui s'appelle le flexi-drinker, qui est un peu comme le flexitarien, mais pour le vin. Vos amis sont des flexi-drinkers? Absolutely. I think Rodolphe mentioned it earlier, but when we first started French Bloom, we thought the product would be for people like myself at the time, pregnant, the sober community, the religious market. And while they are 3 segments that are extremely vocal and loyal to French Bloom, we estimate that they make up a mere 20% of our consumers today. Our consumers represent, I think what Tatiana shared earlier, the new consumers of wine and sparkling wine. They're drinking higher quality, but they're drinking less often. And I think that there's kind of this realization that just because I do consume alcohol doesn't mean I necessarily want to every opportunity I have. And people are looking to still have that same quality and experience on Monday evening or on Saturday lunch. And it's quite extraordinary to envision that we're still attending events on a regular basis, and when we walk in the room, there's champagne and there's water. So myself, maybe it's Tuesday and I wasn't going to drink because I have an early meeting the next day. I take the champagne because there's such an écart in the offer. So because of that, we are working with more and more luxury brands that are really also trying to think about how can we offer that same level of drink for VIC, for press and influencer events, for our boutiques, because it's no longer okay to not have something at that same level of an experience for everybody, for every client. Alors voilà, les flexi-drinkers sont parmi nous. Il y aura peut-être même bientôt des French Bloomolic qui vont apparaître. Et je vous remercie tous les 3. Merci beaucoup. Je souhaite bonne chance évidemment à French Bloom. Et on se voit tout à l'heure à l'heure du cocktail. Il y a du French Bloom là? On pourra le goûter? Oui, je crois qu'il y en a. Génial.